Beaucoup Nathalie, donc bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire de CFA Society France. Donc Tristan Perrier, membre de CFA France et analyste au sein de l'équipe Global Views d'Amundi, donc équipe en charge de l'étude des thèmes de long terme. Alors on fera encore cette fois-ci un événement en ligne en espérant que la prochaine fois donc les conditions seront réunies pour nous retrouver dans une vraie salle. Et nous avons aujourd'hui un agenda double, même si les deux thèmes qui vont être évoqués ont tout de même un certain nombre de points connexes. La première partie donc, de la session d'aujourd'hui sera dédiée à une recherche récente de CFA Institute sur la crise du Covid. Donc pour cela, Olivier Finn, Head of Advocacy and Capital Markets Policy Research du CFA Institute pour la région EMEA va nous présenter les conclusions d'une enquête menée auprès des membres de CFA Institute en mars 2021, donc juste d'où le titre, juste un an après le déclenchement de la crise. Donc enquête dans le cadre de laquelle les membres devaient s'exprimer sur leur perception des conséquences à court et long terme de cette crise sur l'économie, la finance et la société. Et ensuite, donc la seconde partie de ce webinaire sera davantage centrée sur le thème des inégalités sociales, sachant que c'est un thème qui était déjà très présent dans le débat public avant la crise du Covid, qui a encore davantage pris le devant de la scène durant la crise, et qui ressort donc comme sujet de préoccupation dans l'enquête CFA France. Et dans ce cadre, j'aurai donc le très grand honneur de poser quelques questions au professeur François Bourguignon, que nous avons le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui. Donc François Bourguignon, professeur émérite à la Paris School of Economics et ancien vice-président de la Banque mondiale à Washington, qui a consacré de nombreuses études et ouvrages à ce thème des inégalités sociales. Mais donc dans un premier temps, je vais donc passer la parole à Olivier Finn pour la présentation donc, des résultats de cette étude de CFA France. Merci beaucoup Tristan. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier CFA France de m'avoir invité à participer à cette conférence. C'est tout à fait le genre de participation croisée qu'on cherche à faire au sein de CFA Institute sur des sujets qui touchent à la fois la société et notre rôle en tant que professionnel de la finance. Alors, je vais proposer une petite introduction qui nous permettra de lancer le débat que Tristan et François auront par la suite. CFA Institute réfléchit aux incidences de la crise Covid depuis février-mars 2020. En fait, la nature plutôt unique de la crise et celle de la réponse apportée par les gouvernements et les autorités monétaires pose des questions qui nous paraissent assez fondamentales pour une organisation de professionnels de la finance comme la nôtre. L'historique de CFA Institute et l'enseignement que l'organisation propose au travers du titre de CFA sont tout de même, il faut l'admettre, assez directement basés sur les mécanismes et équilibres classiques de l'économie de marché. Une crise comme celle de 2020, mais je dirais qu'il s'agit probablement d'une tendance depuis au moins 2008, peut être perçue comme remettant en cause ces équilibres entre agents privés et agents publics. Notre recherche nous a donc poussé à nous intéresser aux aspects socio-économiques de la crise Covid, et c'est ce qui a motivé ce webinaire qui se concentrera sur le concept, comme l'a dit Tristan, des inégalités et le rôle que peut jouer la politique publique dans ce contexte. Donc l'introduction que je propose ici a pour but de planter le décor dans lequel la conversation d'aujourd'hui prendra place. Nos observations en février-mars 2020, donc au cœur de la chute des marchés, étaient qu'il y avait beaucoup de ce que j'appelle en termes statistiques de bruit et d'incompréhension à propos de ce qui se passait. Nous voulions donc proposer un débat rationnel sur les événements en utilisant l'expertise de nos membres et de leur expérience qui traversent les cycles économiques. Est-ce qu'il était possible de dégager des tendances structurelles? Est-ce qu'on pouvait évaluer l'impact de cette crise sur les mécanismes classiques de l'économie de marché? Et est-ce qu'on pouvait se demander si les politiques de soutien pouvaient avoir eu des conséquences non anticipées sur les agrégats socio-économiques? Donc, deux études que l'on a produites à un an d'intervalle, une en juin 2020 et la toute dernière en juin 2021, pour mesurer et prendre le pouls si les effets de la crise commençaient à se cristalliser, si on peut dire. Le dernier sondage, qui est l'objet de ce dernier rapport dont on va
discuter les résultats aujourd'hui a été effectué vers la fin mars 2021. Plus de 6 000 réponses dans le monde, un taux de réponse assez classique de 4% et une marge d'erreur très basse, comme toujours, ce qui est intéressant pour les études CFA Institute, de plus ou moins 1,2%, ce qui nous permettait de tabler sur un niveau de signification statistique assez fort. Donc, dans l'étude elle-même, dont on ne va pas tout discuter aujourd'hui, on avait 9 thèmes. Et l'idée, c'était d'aborder le problème de la crise de façon séquentielle et logique, en commençant par la forme que prenait la reprise économique et les divergences régionales qui pouvaient commencer à voir le jour et poser des problèmes aux grandes instances économiques dans le monde, pour ensuite aller vers la dichotomie entre l'économie réelle et les marchés financiers, ensuite plonger dans le thème toujours rigolo de l'inflation, et commencer à se poser des questions un peu structurelles sur les conséquences de la crise. Et c'est ce que moi j'ai appelé à un certain instant le rôle du gouvernement dans l'économie aujourd'hui. On avait poursuivi par le financement des programmes de soutien économique et comment les différentes économies du monde allaient pouvoir se les permettre, et continuer par le stimulus monétaire sans précédent engagé par les banques centrales. Et donc, est-ce que ce stimulus pouvait avoir eu des conséquences non anticipées? On terminait donc avec les régulateurs, la crise, les principaux risques réglementaires que les membres pensaient que les régulateurs devaient aujourd'hui regarder plus précisément, et on terminait avec le risque de crédit, le risque de défaut. Donc, la conversation d'aujourd'hui, par contre, comme l'a dit Tristan, va se concentrer et se focaliser sur les 4 thèmes que vous voyez à l'écran aujourd'hui, construits autour du concept des inégalités, qui est un sujet, comme on l'a dit, sur lequel notre orateur principal d'aujourd'hui a beaucoup travaillé. On va parler de la définition des inégalités. C'est toujours fascinant de voir dans la presse comme on a tendance à galvauder certains termes, les conséquences de l'inégalité sur l'activité économique, l'emploi et les inégalités dans le cadre des transitions digitales et climatiques, et l'impact des politiques de soutien économique. Et on terminera, j'espère, sur le rôle de la politique publique et les politiques à mettre en œuvre dans le contexte post-Covid. Donc, pour planter ce débat, pour lui donner un corps de départ, on va parler de quelques statistiques les plus représentatives de l'étude que l'on a sortie en juin 2021. Et on va commencer avec les conséquences structurelles pour l'économie et les marchés. On avait proposé un certain nombre de choix possibles, les gens pouvaient en choisir 3, et je vous présente ici les 3 thèmes qui ont été choisis le plus souvent. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à 58%, de manière globale, les répondants en tout cas, voient clairement la part de l'État dans l'économie comme allant croissant, en même temps que les impôts, ce qui, pour un économiste ou un financier classique, laisse à penser qu'il pourrait y avoir des transformations dans les équilibres économiques traditionnels. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la dichotomie entre Allemagne et France dans cette question. Les orthodoxes, je dirais, allemands, ont tendance à craindre davantage cette notion de part croissante de l'économie, de l'État dans l'économie, que les Français. La deuxième considération la plus choisie souvent, c'est ce que j'appelle l'ESG en général, la finance durable, qui serait une tendance lourde, d'après 40% des répondants dans les 10 ans à venir. C'est beaucoup plus le cas pour les répondants français qu'allemands. Et en 3e position, on avait donc le cas des big tech qui, comme on a vu, s'en sont très bien sortis pendant la crise. Et donc, ce seraient ces 3 conséquences structurelles qui marqueraient le plus l'économie à l'avenir. La deuxième, pour illustrer ce qu'on entend par le rôle de l'État dans l'économie, j'ai juste présenté des chiffres ici qui, à mon sens, sont assez frappants. Quand on parle des dépenses de l'État dans le PIB en France ou même au Royaume-Uni, on voit l'effet des politiques de soutien déjà en 2020, où en France, vous avez 62% du PIB qui est maintenant expliqué par les dépenses de l'État, mais même en Angleterre, à près de 55%, c'est quelque chose d'assez nouveau. Je pense qu'il faut revenir aux périodes d'après-guerre ou pendant-guerre pour voir ce genre de niveau. Donc, la prochaine question qu'on s'est posée, qu'on a posée aux répondants, c'est comment les programmes de soutien économique seront-ils financés?
Et on avait conclu en gros, à la blague un petit peu, que la solution 6, c'était les impôts et la monétisation de la dette. À 65% globalement, les répondants au sondage voient une hausse générale des impôts et sont inquiets d'une inflation structurelle et de la monétisation de la dette. Encore une fois, il y a une dichotomie régionale entre le nord et le sud de l'Europe, ici symbolisée par la France et l'Allemagne. La France craint bien moins une hausse des impôts que les Allemands, et les Allemands, encore une fois, semblent craindre une monétisation de la dette, ce qui n'est pas tellement choquant au regard de ce qu'on sait de ces deux pays en matière d'orthodoxie financière, bien qu'on avait vu pendant la crise que cette dichotomie pouvait avoir tendance à s'effacer avec les décisions prises de mutualisation de la dette notamment. La troisième façon de financer les programmes le plus choisi était finalement d'avoir recours, et c'est très le cas en France, en tout cas dans l'esprit, à ce que la croissance économique elle-même permette d'assouplir dans le temps le financement de ces programmes. Quand on parle de financement des programmes de soutien, ce qu'on a observé au travers de notre étude, c'est clairement qu'il y a une dichotomie dans le monde entre États, je dirais, économie avancée et riche, et économie moins avancée ou émergente et plus pauvre. Et clairement, en utilisant des chiffres du Fonds monétaire, il était possible de montrer que les pays dans le monde qui avaient pu mettre en œuvre les programmes de soutien les plus importants étaient tous les pays les plus riches dans le monde. Ça, pour des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, je suppose, ça pose un problème parce que ça veut dire que les programmes uniques dans le monde n'auront pas le même effet partout. Et ça pourrait expliquer aussi certains résultats, par ailleurs, dans notre étude, qui auraient tendance à montrer que les économies avancées sont en général plus inquiètes d'une hausse des impôts et des déficits publics, alors que les économies émergentes ou pauvres, elles, ont montré qu'elles craignaient davantage des possibles coupures budgétaires. Donc, ensuite, on s'est demandé quel était le lien avec la politique monétaire, et en l'occurrence avec une politique monétaire très accommodante, probablement depuis 2008. Et on a posé la question directement aux membres, est-ce que les banques centrales doivent mettre un terme à leur politique accommodante et commencer à restreindre l'assouplissement monétaire ou même restreindre les taux d'intérêt en les remontant? Et là, on voit qu'il y a encore une fois une dichotomie qui se forme au sein des membres CF Institute, même au niveau mondial. Alors, je ne pense pas qu'on aurait eu ce genre de réponse il y a 20 ans. Vous avez à peu près la moitié, 51%, qui pensent qu'il faut le normaliser et au plus vite, et l'autre moitié, un peu moins, 43%, qui pensent que la priorité continue d'être le soutien à l'économie, aux individus, aux entreprises. La normalisation attendra une stabilisation effective de l'économie. Vous voyez les dichotomies, encore une fois, entre Allemagne et France sur cette question d'orthodoxie financière, les Allemands, bien plus que les Français, souhaitant une normalisation. Il faudra voir dans l'avenir si ce genre de dichotomie va aller en s'accroissant ou au contraire en s'aplanissant au travers des programmes européens. Pour finir, est-ce que c'était une question un petit peu sournoise qu'on avait posée dans l'étude? On a demandé ce que les membres pensaient de la coordination de politique monétaire et politique fiscale. Autrement dit, est-ce que les banques centrales doivent être indépendantes ou doivent devenir le bras armé des ministères des Trésors? Et alors, personnellement, j'ai été surpris de ces résultats. À plus de 35%, donc plus d'un tiers des membres pensent que c'est une bonne chose de coordonner les deux politiques, ça les rend plus efficaces. Il est évident que ça les rend plus efficaces, mais d'un point de vue d'orthodoxie financière, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. 29% ne sont pas d'accord, sont plus traditionnels. Les banques centrales doivent rester indépendantes, sinon on risque une défiance dans la monnaie et une inflation incontrôlée. Vous voyez encore une fois la dichotomie nord-sud en Europe, Allemagne-France. Les Allemands sont encore, pour l'instant, plus orthodoxes sur la question du rôle de la Banque centrale. À noter qu'on a une grande proportion, à plus du quart, qui pense que les banques centrales ne sont déjà plus des organismes indépendants. Alors, pour terminer sur la politique monétaire, est-ce que cette politique monétaire accommodante a eu des conséquences structurelles? Et on en arrive à la question des inégalités ici.
j'ai été frappé de constater que la réponse choisie le plus souvent, à 44%, a été que le stimulus a surtout bénéficié à la classe des investisseurs, donc qui possèdent déjà des actifs financiers et aurait aggravé les écarts de richesse. C'est une vue davantage partagée en Allemagne qu'en France. En numéro 2, on avait tout de même que 41% pensaient que le stimulus était nécessaire, même s'il aurait pu être mieux ciblé. On en vient à cette notion que les programmes pourraient être un petit peu plus discriminants pour améliorer leur efficacité. Et en troisième position, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification, le phénomène GameStop, une difficulté économique, faible taux d'intérêt et des marchés actions qui explosent peuvent avoir conduit une certaine nouvelle cohorte peu informée de gens à s'amuser sur les marchés financiers pour diverses raisons. Et 39% en troisième position des répondants ont pensé que c'était une conséquence structurelle potentiellement à considérer pour les différents décideurs. En quatrième position, on avait la bulle inflationniste dans les marchés financiers comme étant une conséquence des politiques monétaires actuelles. Voilà, donc ça, je voulais terminer avec j'en avais informé François, une petite pique qui, j'espère, pourrait provoquer une partie du débat qui aura lieu. C'est citer Milton Friedman et sa pensée conceptuelle sur ce que devait être, selon lui, le rôle de l'État dans la société. Dans les années 70, il s'inspirait lui-même beaucoup des fondateurs de la pensée libérale au sens classique du terme. On voit Adam Smith, Jefferson, Stuart Mill, pour démontrer que le gouvernement, dans les faits, doit avoir un rôle assez distant dans la conduite de l'économie. Sa définition à laquelle il arrivait, c'était que l'action du gouvernement se justifie dans la prévention de la coercition et dans la promotion d'une coopération volontaire entre des individus responsables. Donc, quand on lit cette définition, elle mène finalement une liste assez courte des fonctions de base du gouvernement, la défense extérieure, la défense intérieure et, au final, la promotion de la coopération volontaire entre les individus en définissant les termes de cette coopération et en se faisant juge des disputes, autrement dit, l'économie libre de marché et la libre entreprise. Donc, quand on lit cette définition, on ne peut pas s'empêcher de constater que le gouvernement, à l'heure actuelle, en tout cas, et surtout depuis 2008, et probablement davantage depuis 2020, commence à jouer un rôle éminemment plus important dans l'économie. Est-ce que c'est une bonne chose? L'histoire le dira. Donc, sur ce, je redonne la parole à Tristan Perrier et François Bourguignon pour nous mener à travers cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Donc, nous abordons maintenant la deuxième partie de ce séminaire et nous aurons donc le plaisir d'entendre François Bourguignon au sujet de ces inégalités sociales et bon, pour faire le lien avec Milton Friedman sur les politiques évidemment qui peuvent avoir une incidence sur ces inégalités. Donc, juste pour répéter très rapidement, donc pour les personnes qui n'étaient pas là au début du séminaire, François Bourguignon, vous êtes professeur émérite à la Paris School of Economics, donc vous avez été le directeur de 2007 à 2013. Auparavant, vous étiez chef économiste et Senior Vice President à la Banque mondiale à Washington et avez effectué la majeure partie de vos recherches à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes l'auteur d'un grand nombre de livres et d'articles sur le thème des inégalités sociales. Donc un très grand merci d'accepter de nous apporter aujourd'hui votre éclairage sur ce sujet éminemment complexe, donc des inégalités sociales. Et comme premier axe d'analyse et de questions pour notre public, peut-être peut-on passer donc au tout début un petit peu de temps donc pour explorer justement toute la complexité de la définition même de l'objet, donc ces inégalités sociales, de quoi parle-t-on exactement? Les inégalités sociales sont souvent sous les projecteurs dans le débat public. Elles semblent une raison importante du mécontentement, une raison souvent mise en avant du mécontentement de nombreuses personnes à l'égard du système économique en place. Beaucoup de forces politiques disent vouloir réduire les inégalités ou au moins empêcher les empêcher de se creuser davantage. Cependant, cette notion d'inégalité est très complexe, peut avoir des définitions assez différentes. On pense par exemple aux inégalités de revenus, de patrimoine, aux inégalités entre générations. Et dans certains cas, il est tout à fait possible donc, que la perception de beaucoup de gens diffère sensiblement de la réalité telle qu'elle est mesurée par les statistiques, si tant est qu'elle puisse être objectivement mesurée. Par conséquent, François Bourguignon, donc,
comment mettre un petit peu d'ordre dans ces notions et comment éviter les raccourcis excessifs et les façons un petit peu trop simplistes de considérer et de mesurer ces inégalités. Écoutez, merci. Je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur cette question de l'ambiguïté de la notion d'inégalité telle qu'elle est utilisée dans le débat public. J'en prendrai un exemple évident qui d'ailleurs se rejoint la présentation d'Olivier Fine. J'ai vu dans l'Obs, il n'y a pas très longtemps, une affirmation par une journaliste disant que les riches avaient vu leur patrimoine augmenter de 30% durant la crise du Covid, tandis que le PIB par tête reculait de 8%. Et donc, elle considérait que c'était le summum de l'inégalité. Alors évidemment, d'abord, le 30% est peut-être exagéré. On sait que si on prend le CAC 40, on est uniquement à 10% aujourd'hui, au-dessus du cours de février 2020. Donc, on n'est certainement pas à 30%. Ce qui en plus assez grave, c'est qu'elle prenait comme référence l'augmentation des cours après la chute de mars 2020. Et par ailleurs, il est exact que les revenus des riches qui ont vu leur patrimoine s'apprécier, leurs revenus sont diminués. Les dividendes ont diminué, les profits ont diminué. Donc, il n'est certainement pas question de dire que les choses sont aussi simples que ça et que d'un côté, il y a des riches qui s'enrichissent en termes de patrimoine et de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent en termes de revenus. Là, on voit la confusion absolument totale dans les concepts. Bon, si on essaye de définir l'inégalité ou les différentes dimensions de l'inégalité, je pense qu'on peut faire premièrement une distinction entre les inégalités qui traitent du monétaire, du revenu, et puis les autres inégalités. On va commencer par les inégalités monétaires. La première, c'est, pour appeler ça, la répartition des revenus de l'activité économique. Donc, ce sont la distribution des revenus primaires, tels qu'ils résultent du travail, tels qu'ils résultent de l'entreprise, de la propriété, le travail salarié ou indépendant, du revenu des entreprises, du revenu de la propriété. Éventuellement, les revenus de remplacement, qui sont le chômage, et les retraites, ce sont des revenus de remplacement, mais en même temps, c'est des primes d'assurance c'est des indemnisations d'assurance s'agissant du chômage, et s'agissant des retraites, on peut aussi considérer que même dans un système par répartition, c'est finalement le rendement d'un capital qui a été accumulé au cours du temps. Donc c'est la raison pour laquelle on les inclut dans le revenu primaire. Et en revanche, on peut définir un revenu disponible en enlevant du revenu primaire les impôts qui sont payés, les impôts sur le revenu qui sont payés, et un certain nombre de taxes, je ne sais pas, la taxe foncière, ce genre de choses, et de l'autre côté, en rajoutant les transferts dont bénéficient les bas revenus. Et ça, ce sont les deux concepts clés de revenus. Donc, on va d'un côté, on a l'inégalité telle qu'elle est générée par le jeu des marchés, et cette inégalité générée par le jeu des marchés est corrigée par la redistribution dans tous les systèmes, dans toutes les économies avancées. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que si on regarde les derniers chiffres qui sont publiés par l'INSEE, d'ailleurs c'est très récent, ça date d'il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, on constate que l'évolution de l'inégalité des revenus primaires est légèrement ascendante depuis, depuis une quinzaine d'années, peut-être un tout petit peu moins, alors que l'évolution des revenus disponibles, ce qu'on appelle aussi les niveaux de vie, c'est-à-dire les revenus disponibles par personne. Donc, on prend un ménage, on prend le revenu total disponible du ménage et on divise par le nombre de personnes dans le ménage, ou plus exactement le nombre d'unités de consommation, en prenant en compte qu'un enfant consomme moins qu'un adulte, et donc il faut prendre ça en compte. Et donc, ces niveaux de vie, l'inégalité des niveaux de vie, elle reste extrêmement plate.
Il y a eu une légère augmentation en 2018, elle est corrigée en 2019, mais si on prend la courbe depuis 2005 à peu près, on se rend compte qu'on a une tendance qui est complètement plate et qui s'oppose à une tendance qui est croissante pour les revenus primaires. Donc vous voyez que uniquement là-dessus, certains peuvent dire l'inégalité augmente et d'autres peuvent dire ben non, elle n'augmente pas, elle reste la même. Et la distinction est évidemment capitale parce qu'on voit que le système redistributif, d'une certaine façon, est capable de gommer l'augmentation des inégalités des revenus primaires. Et là, on a une première source pas d'ambiguïté, de variation dans les définitions qui peuvent conduire à des affirmations qui sont contradictoires. Toujours dans le revenu, dans la dimension monétaire, on peut parler des patrimoines. Alors, on connaît moins bien l'évolution de l'inégalité des patrimoines parce que pendant longtemps, il s'agissait de faire des enquêtes sur les patrimoines. C'est quelque chose de relativement lourd et on le faisait uniquement tous les 5-6 ans, donc on a relativement peu de points. Maintenant, c'est fait par la Banque centrale européenne qui a un survey beaucoup plus régulier, je pense que ça va être tous les 2 ans, et dans lequel, à partir de maintenant, ce sera possible d'observer plus régulièrement l'évolution de l'inégalité des patrimoines. Mais il y a une source qui est intéressante, qui est la source qui provient d'une base de données qui s'appelle le World Inequality Database, qui est gérée par un groupe de recherche qui est piloté par Thomas Piketty à l'École d'économie de Paris. Et eux essayent de trouver une estimation de l'inégalité des patrimoines en capitalisant les revenus de la propriété et les revenus de l'entreprise tels qu'ils les observent dans les revenus des individus. Ils exploitent des données fiscales très fines dans lesquelles il est possible de voir quels sont le montant de dividendes reçus, quel est le montant d'intérêts d'obligations reçus, le montant de loyer, etc., etc. Et à partir de là, ils reconstituent le patrimoine de ces personnes. Donc, c'est un tout petit peu fragile dans la mesure où il y a des hypothèses pour faire cette capitalisation, mais c'est intéressant parce que ça permet de suivre à peu près ce qui se passe. Et là, alors malheureusement, les derniers chiffres qui apparaissent sur leur base de données se remontent à 2014 parce que c'est des opérations qui sont lourdes et ils n'ont pas fait depuis un certain temps. Et on n'a certainement pas l'évolution récente. De la même façon que pour les revenus primaires et disponibles, les derniers chiffres de l'INSEE, c'est 2019, parce qu'il y a un travail assez considérable à faire pour exploiter les données disponibles et en tirer effectivement ces chiffres d'inégalité. Mais ce qui est intéressant dans le cas des patrimoines, c'est qu'on voit effectivement que depuis, il y a eu une très forte hausse au début des années 2000 et l'inégalité est tombée probablement en liaison avec les phénomènes boursiers des années 2000. C'est tombé au début des années 2000 et c'est en train de remonter de façon progressive, mais relativement lentement. Donc, il y a une sorte de tendance plutôt ascendante de l'inégalité des patrimoines. Et puis, dernière inégalité importante du point de vue monétaire, c'est les inégalités de salaire. Et là, on s'adresse à des gens qui sont différents. On s'adresse maintenant à des individus, non plus à des ménages. En divisant le revenu du ménage par le nombre de personnes, on s'intéresse à des actifs, évidemment, qui travaillent. Et là, ce qu'on constate, alors il y a des chiffres qui sont sur les salaires. Les revenus des indépendants ne sont pas inclus. Mais sur les salaires, on a des chiffres administratifs, puisque tous les employeurs sont obligés de faire des déclarations de paiement de salaire. Et là, on constate que les courbes sont extrêmement plates. Il y a eu, pour le secteur privé, une légère diminution vers 2008 et c'est en train de remonter légèrement. Peut-être que 2008, la diminution est due à la crise et les hauts salaires n'ont pas cru comme les autres, mais c'est en train de remonter, mais vraiment les différences sont minimes. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la tendance est plate. Donc, vous voyez que revenu monétaire, on a 4 définitions très courantes et chaque fois, on aboutit à, pas chaque fois, mais on aboutit selon les 4 à des conclusions qui sont contradictoires. Maintenant,
s'agissant des inégalités non monétaires, et plus des inégalités sociales, je crois que la première que l'on a en tête, c'est les inégalités des chances. Les chances, c'est la possibilité pour quelqu'un de se débrouiller bien dans sa vie, et c'est évidemment complètement relié au contexte familial. Alors, les chiffres dont on peut disposer sont relativement rares. On a des mobilités en termes sociaux, en termes de catégories socio-professionnelles. Ça ne veut pas dire grand-chose, ces catégories socio-professionnelles ont beaucoup changé. On n'est pas très honnête sur l'interprétation qu'il faut leur donner. Il y a dans le cas de la France, il y a quelques informations sur la mobilité en termes de revenus. Donc, on compare les revenus des enfants aux revenus des parents. Évidemment, quand les parents avaient le même âge que les enfants, pour que c'est un sens, il y a relativement peu de chiffres là-dessus. On constate simplement sur les quelques chiffres disponibles que la France a certainement beaucoup moins de mobilité que les pays nordiques, en particulier l'Allemagne, en particulier les Pays-Bas et tous les Nordiques, la Suède, Finlande, Danemark. De ce point de vue-là, elle est à peu près comparable à ce qu'on peut constater aux États-Unis. Mais le problème de ça, c'est que c'est vraiment très, très, très particulier et on n'a pas de série régulière qui nous permet de suivre année après année, même avec du retard, année après année, ce qui se passe. Il y a des possibilités, elles sont pour l'instant peu exploitées, mais par exemple, on peut imaginer de regarder la part de l'inégalité des revenus primaires, ou oui, primaire, c'est ce qu'il y a de mieux, qui peut s'expliquer par le contexte familial des gens. Le contexte on prend des individus qu'on observe à un certain âge et on leur demande que faisaient vos parents quand vous aviez 15 ans, où est-ce que vous habitiez quand vous avez 15 ans, quels étaient les biens durables dont vous disposiez dans votre famille quand vous aviez 15 ans, et à partir de là, on est capable de reconstituer une sorte de contexte familial au moment de l'adolescence et de poser la question, est-ce que ça explique le revenu d'aujourd'hui? Et si l'explication donnée par le contexte familial au revenu d'aujourd'hui est forte, ça signifie qu'il y a très peu de mobilité sociale. On est déterminé par son contexte familial. Ces choses-là, ça devrait exister, on l'a fait dans des pays en développement, mais on ne le fait pas de façon systématique. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un texte pour l'OCDE dans lequel je recommandais de faire ça. Autre inégalité des chances qui est un peu plus exploitable, c'est l'enquête PISA sur l'éducation, sur les performances scolaires des enfants de 15 ans, dans lequel on a de l'information sur ce que font les parents. Et même l'information est assez riche. Et là, il est possible de regarder quelle est l'influence du milieu familial sur les performances des enfants. Et là, on constate qu'elle est absolument gigantesque. Et de nouveau, c'est quelque chose qu'on peut suivre au cours du temps. On peut voir est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue au cours du temps. Et puis, il y a finalement 2 ou 3 autres types d'inégalités plus sociales qu'on pourrait regarder. C'est évidemment l'inégalité des salaires hommes-femmes. Donc ça, c'est vraiment la discrimination. C'est quelque chose qui, par contre, est bien suivi, en dehors du fait que souvent, on ne prend pas en compte les différences à poste donné, on prend en compte les différences totales. Et si, évidemment, la structure des emplois des hommes et des femmes change au cours du temps, on ne prend pas du tout en compte ce changement de structure. Donc, il y a différentes définitions de l'inégalité salariale homme-femme. Une autre inégalité importante qui est, en France, très peu renseignée, c'est l'inégalité entre migrants et seconde génération ou troisième génération de migrants et natifs. C'est quelque chose qui est certainement un des domaines dans les inégalités salariales qui est important. C'est quelque chose quelques chercheurs ont fait des estimations en 2 ou 3 points, mais on n'a pas un suivi de ce type d'inégalité. Donc c'est un autre domaine dans lequel je crois qu'il serait important d'avoir de l'information régulière et suivie. Et puis l'un des derniers que je voulais citer, c'est évidemment l'inégalité intergénérationnelle, qui est un peu compliqué à analyser, parce que on peut agir sur toutes les inégalités que j'ai citées jusqu'à présent, on peut agir.
agir sur l'inégalité intergénérationnelle, qu'est-ce que vous voulez faire? Les baby boomers, voilà, ils sont à la retraite, on ne peut pas changer leur vie, ils ont une veine absolument insensée dans la mesure où ils ont vécu les 30 glorieuses, etc., etc. Ils ont des retraites qui sont assez favorables. Très bien, ils ont eu de la chance. La génération suivante, pas suivante, peut-être la génération actuelle, les millennials, ont un début de vie qui est certainement beaucoup moins favorable que les baby boomers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut pas. Alors on pourrait dire on va taxer les baby boomers et les retraités baby boomers pour redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux millennials. Il me semble qu'il y a un débat éthique qui n'est pas simple. Personnellement, je n'ai pas d'idée claire là-dessus. Puis, le dernier point que je voulais signaler, on peut aussi parler d'inégalité de logement, d'inégalité d'environnement, d'inégalité de sécurité, mais ça devient très compliqué parce qu'on dit oui, mais vous ne prenez pas en compte l'inégalité des logements quand vous regardez l'inégalité des revenus. Évidemment, ce n'est pas vrai. L'inégalité des revenus, d'une certaine façon, a des implications pour l'inégalité en termes de qualité des logements. Donc, je ne suis pas sûr que se focaliser sur des inégalités, sur des points particuliers, soit aussi important. Cela étant, quand on regarde la crise actuelle des prix de l'énergie, on se dit que ce serait aussi intéressant de pouvoir construire des indicateurs nous disant tel type de ménage est beaucoup plus concerné par le prix de l'essence. Est-ce que c'est possible de le déterminer? J'en sais rien. On est en plein dans ce problème-là, parce que si on veut compenser les gens qui sont le plus concernés par l'augmentation du prix de l'essence, il faut être capable d'identifier ces gens-là. Ce n'est pas facile à identifier. Identifier qu'ils ont un plus grand besoin que d'autres d'utiliser un véhicule à essence, et d'autre part qu'ils ont des revenus modestes. Tout ça rend les choses un peu compliquées, ce qui explique qu'on a finalement peu de renseignements sur éventuellement ce type d'inégalité. Mais là aussi, je crois que c'est plus c'est quelque chose d'important, mais qu'on n'a pas à suivre de façon régulière. C'est au coup par coup, lorsqu'il y a des phénomènes comme celui qu'on est en train de vivre, que ça devient intéressant et important. Donc voilà ce que je peux dire. J'ai été long, mais j'ai effectivement décliné, je crois, un grand nombre de dimensions. Je dois sortir une chronique dans les Échos jeudi qui en fait parle très exactement de ça et qui recommande d'essayer de créer un lieu dans lequel il y ait le suivi de ces différentes dimensions de façon systématique, ce qui permettrait aux intervenants dans le débat public de savoir qu'il y a différentes définitions et que l'inégalité n'évolue pas de la même façon selon ces définitions. Merci beaucoup François Bourguignon donc, pour cette réponse très, très élaborée. Nous lirons donc votre chronique avec la plus grande attention, donc un éclairage très utile sur toute cette complexité du thème des inégalités, comment certains raccourcis un petit peu abusifs sont parfois faits par certains commentateurs, et puis comment les inégalités peuvent varier de façon sensiblement différente suivant comment elles sont mesurées, avec parfois des données qui peuvent manquer sur certains aspects. Alors pour arriver maintenant à un second thème, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les raisons pour lesquelles on voudrait réduire les inégalités, sachant que bien entendu on peut comprendre qu'on puisse souhaiter les inégalités simplement réduire les inégalités comme but en soi, simplement parce qu'on préfère vivre dans une société qui est plus égalitaire. Mais est-ce que la recherche d'une plus forte croissance économique ne peut pas être aussi une raison de vouloir réduire les inégalités? Autrement dit, dans quelle mesure est-il prouvé ou pas que de fortes inégalités sont préjudiciables à la croissance économique et constituent donc des freins à l'enrichissement général ou moyen, suivant la façon dont on veut le mesurer? Je suis dans un bureau assez bizarre dans lequel, au bout d'un moment, la lumière s'éteint. Je suis obligé de me lever, de faire un mouvement pour qu'elle se rallume. Voilà. Bon, c'est le...
les bienfaits de la technologie. C'est très écologique. Voilà. C'est très écologique. En effet. C'est pour que les lumières ne restent pas allumées la nuit. Non, ok. Bon, c'est une question qui a été énormément débattue. Il y a beaucoup de littérature sur croissance et inégalité. Personnellement, je trouve que cette littérature, qui est essentiellement empirique et basée sur des comparaisons internationales, ou éventuellement entre périodes et entre pays, je trouve que cette littérature est très fragile. Donc, on a des résultats qui vont un peu dans tous les sens. Alors, c'est vrai que il y a quelques années, l'OCDE a fait un gros travail là-dessus et a trouvé une relation négative entre inégalité et des revenus et croissance. Il y a une étude du Fonds monétaire aussi qui trouve ça. Il y a peut-être quelque chose, mais je crois que la difficulté, c'est de savoir qu'en imaginant qu'il y a une corrélation, bon, corrélation n'est pas causation, n'est pas causalité. Corrélation n'est pas, comment on dit en français? Causalité. Corrélation n'est pas de causalité. Voilà. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, imaginons que cette relation soit vraiment solide. Il y a une relation entre inégalité et croissance. Est-ce que ça signifie que si demain je mets plus d'impôts, il y aura moins d'inégalité, donc il y aura plus de croissance? Il y a beaucoup de raisons de penser que si on augmente les impôts, même si c'est l'ISF sur les personnes les plus riches, etc., même si c'est beaucoup discuté à l'heure actuelle, il y a certaines raisons de penser que ça n'aidera pas nécessairement à la croissance. Alors certains vont dire ça, d'autres vont dire oui, mais si vous redistribuez les impôts aux plus pauvres, la demande de biens va augmenter dans l'économie parce que les plus pauvres épargnent moins que les plus riches et ça va relancer l'économie. Bon, est-ce que vraiment on a une certitude sur les mécanismes qui sont derrière une relation de corrélation? Est-ce qu'on a une connaissance aussi fine de ces mécanismes? Il y a beaucoup de mécanismes. La théorie du rapport entre croissance et inégalité, elle aussi a été la littérature est assez volumineuse, et il y a beaucoup de canaux par lesquels ça peut passer. Et on ne sait pas vraiment. Je vous donne un exemple. Imaginons que la relation passe par l'éducation. On a une société dans laquelle les gens sont relativement éduqués, et donc ça diminue l'inégalité qui est due à l'éducation, parce que tout le monde a été à bac plus 1 ou bac plus 2, au moins. Et on a une autre société dans laquelle il y a une éducation moyenne qui est beaucoup plus faible, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de gens qui ont une très faible éducation et des gens qui ont une forte éducation. L'inégalité est certainement beaucoup plus forte. Donc, imaginons qu'à cause de ça, on trouve que dans la première économie, on croît plus vite que dans la deuxième économie. Et donc on dit, regardez, l'inégalité, elle a un impact négatif sur la croissance. Donc on va mettre des impôts, mais attention, si la raison c'est l'éducation, on se trompe complètement. Et donc ma remarque de fond, c'est ça, c'est de dire, cette corrélation, tant qu'on n'a pas une sorte de modèle structurel qui nous explique comment l'inégalité affecte la croissance, qui est à estimer, qui est à montrer, qui est à construire empiriquement, tant qu'on n'a pas un modèle de ce type-là, on ne peut pas sortir grand-chose de cette relation. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement important. Et c'est pour ça que cette littérature me laisse un tout petit peu dubitatif. Quand j'étais à la Banque mondiale, évidemment, c'était une question majeure. Je crois personnellement que l'inégalité des chances a un impact négatif sur la croissance pour des raisons très simples. L'inégalité des chances, ça signifie que des gens qui ont un certain talent ne sont pas capables de l'exploiter parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'exploiter. L'exemple le plus évident, c'est un enfant qui naît dans un milieu modeste, qui est très doué
à l'école, au moment où on pourra éventuellement envoyer cet enfant à l'université pour les études supérieures, les parents diront, écoutez, désolé, on n'a pas les moyens, et les bourses qu'on nous donne ne sont pas suffisantes pour compenser éventuellement l'argent que cet enfant pourrait amener à la famille pendant un certain temps. Là, on a vraiment un problème, dans la mesure où on a un talent qui n'est pas exploité, qui a donc une perte d'efficacité pour l'économie. Et on peut dire la même chose d'un entrepreneur qui a une idée magnifique, mais n'est pas capable, parce que le marché du capital, le marché du crédit est très imparfait, n'est pas capable de réaliser son projet, alors que, oui, il est a priori profitable pour lui et qu'il est profitable pour la société. Donc, de ce point de vue, et même chose quand on pense à la discrimination. Si je sais que je suis discriminé sur le marché du travail parce que je suis un migrant, pourquoi est-ce que je vais faire des efforts pour améliorer ma productivité alors que je sais que de toute manière, on ne me paiera pas plus que ça parce que je suis d'origine nord-africaine. Tout ça, ça explique que l'inégalité des chances va éventuellement avoir un impact sur l'efficacité. Mais le problème auquel on est confronté là, c'est qu'on mesure très mal l'inégalité des chances, je l'ai dit tout à l'heure, et donc arriver à faire une corrélation entre cette inégalité des chances et la croissance, c'est quelque chose d'extraordinairement délicat. Donc dans cette littérature, je pense qu'on a des bonnes intuitions qui sont très difficiles à vérifier empiriquement, et dans les quelques vérifications empiriques que l'on a, on n'est pas très honnête sur la façon dont on peut les exploiter d'un point de vue politique. Et puis j'ajoute une autre chose. Pourquoi dans ces mises en relation de la croissance et de l'inégalité, pourquoi choisir l'inégalité des niveaux de vie? Pourquoi ne pas choisir l'inégalité des revenus primaires? Pourquoi ne pas choisir l'inégalité des patrimoines? Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il est évident que les résultats ne seront pas les mêmes. Dans le monde du développement, il y a, je me souviens de gens qui ont fait une corrélation entre la croissance et l'inégalité de la distribution des terres. Et ça fonctionnait assez bien. Mais on voit bien que ça n'est pas du tout la même inégalité que les revenus. Donc, à cause de ça, je dois dire que je suis un petit peu dubitatif, mais je ne veux certainement pas dire qu'il n'y a pas de relation. La relation est complexe et ça n'empêche pas que, quand on est dans le débat politique, on a des raisons de penser qu'un certain type de politique économique de correction des inégalités peuvent avoir un impact négatif sur la croissance. Merci beaucoup. Donc, en effet, beaucoup de raisons de penser qu'il y a corrélation et probablement aussi causalité entre inégalité et croissance, mais donc si je comprends bien, donc pas de modèle complet, robuste, qui permet vraiment d'expliciter tous les aspects de ce lien. Alors, comme troisième thème, François Bourguignon, donc peut-être pourriez-vous nous faire part de votre avis sur la façon dont le thème des inégalités est connexe à deux grandes directions des politiques économiques du moment, à savoir la transition digitale et la transition verte de l'économie. Est-ce que ces transitions, ces grands axes politiques s'accompagneront nécessairement ou très probablement d'une réduction des inégalités, ou est-ce qu'il y a au contraire des risques de contradiction? Et dans ce cas, quelles précautions faut-il prendre pour les surmonter, que ces grands axes de politique suivis aujourd'hui par beaucoup de gouvernements ne risquent pas au contraire de générer de nouvelles inégalités, voire de renforcer celles qui existent? Je ne crois pas être capable de dire grand-chose sur les changements climatiques. Mais laisse-moi commencer par la question de la numérisation et de l'automatisation qui est en cours. On voit les futurologistes nous dire que d'ici quelque temps, on va éliminer je ne sais combien de professions et que tout sera automatisé, que même des professions qui ne sont pas des professions de routine vont être remplacées par de l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça crée tout de même une sorte de peur, de doute sur ce qui risque de se passer grâce à ça. Alors, il se trouve que j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet-là.
Et surtout, j'ai essayé de m'intéresser à le fait de savoir si la numérisation telle que on l'a connue au cours des 20 dernières années, peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, elle est déjà en place. On a déjà eu l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Il y a déjà des tas de professions qui ont été déplacées par des algorithmes informatiques. Et puis en plus, et non seulement ça, il y a aussi le fait que grâce à l'informatique, on a sous-traité dans des pays étrangers un certain nombre de tâches. Donc, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., il y a des tas de professions qui ont été sinistrées à cause de cette évolution de la technologie. Alors, est-ce que, pour autant, on peut dire que cette évolution a créé plus d'inégalités? De nouveau, enfin, j'ai peur d'apparaître comme mou et n'ayant pas vraiment d'opinion, mais j'essaie simplement de traduire ce qui existe dans la littérature économique et le produit de l'activité des chercheurs dans ces domaines. Et on ne peut pas dire qu'il y a un effet majeur de la numérisation sur les inégalités. En revanche, on peut dire qu'il y a des effets. Par exemple, il y a un effet qui a été mis en avant il y a déjà un petit moment, il y a 5-6 ans, qui est l'effet de la polarisation des emplois. Donc, si, pour simplifier, on était capable d'avoir une échelle des emplois selon leur degré de qualification. C'est compliqué parce qu'on ne mesure pas la qualification, mais on peut, par exemple, prendre les différentes occupations, prendre leur revenu, le salaire médian ou le revenu médian des indépendants dans cette qualification, dans cette occupation, et dire finalement, on va approximer le niveau de qualification par le salaire médian dans cette occupation. Et si on fait ça, on peut classer les occupations de la moins qualifiée, avec le salaire médian le plus faible, et les occupations fortement qualifiées avec les salaires médians les plus élevés. Grosso modo, on peut travailler avec presque 500 occupations, donc on a tout de même une assez grande variabilité. Et quand on fait ça, et qu'on regarde comment cette structure des emplois s'est modifiée au cours du temps, on se rend compte que la fréquence d'emplois très qualifiés a augmenté, que la fréquence des emplois moins qualifiés a augmenté, mais que la fréquence des emplois à qualification intermédiaire a diminué. Donc, si vous voulez, si vous imaginez une courbe avec la qualification dans l'axe horizontal, le changement dans la composition, enfin le pourcentage de gens de cette occupation sur l'axe vertical, vous avez des points hauts aux deux extrémités et vous avez un point bas au milieu. Et donc, c'est ça qu'on appelle la polarisation des emplois. Si c'était le seul phénomène, alors on devrait constater une augmentation des inégalités. Puisque, en fait, ce qu'on fait, c'est on enlève les gens du milieu. Dans une population, imaginons qu'on enlève tous les gens qui sont au milieu de la distribution, évidemment, est en train de mettre un poids énorme sur la différence entre les plus riches et les plus pauvres. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à l'intérieur de chaque occupation, il y a l'inégalité. Et cette inégalité, elle n'est pas restée la même au cours du temps. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans la plupart des pays, ce n'est pas vrai aux États-Unis, ce n'est pas vrai en Allemagne récemment, mais dans la plupart des autres pays développés, on constate au contraire une certaine stabilité des inégalités salariales. Donc, ce mouvement de polarisation des emplois qui existe partout a été compensé d'une certaine façon, parce qu'éventuellement, à l'intérieur des occupations, l'inégalité a changé, mais ça, on a du mal à le voir. Enfin, je n'ai pas vu d'analyse approfondie de ce thème-là, mais il y a une autre possibilité, qui est que il faut prendre en compte aussi l'offre de qualification. Si, sur le marché de l'emploi, je vois apparaître de plus en plus de gens qui ont un niveau d'éducation élevé, donc une forte qualification, qui sont capables d'acquérir rapidement une forte qualification, il peut se trouver que l'offre de travailleurs qualifiés
va être plus rapide, va croître plus rapidement que la demande. Auquel cas, c'est vrai, on va observer qu'il y a beaucoup plus d'emplois qualifiés qu'auparavant, mais en même temps, le salaire peut très bien avoir diminué. Et alors, ça peut être vrai en moyenne, je ne sais pas, pour les 10 ou 20% supérieurs, qualifications supérieures. C'est peut-être pas vrai quand on prend le 1% supérieur. Je n'ai pas de chiffres précis en tête, mais ça a très bien pu arriver. Et de la même façon, tout en bas, on peut dire, oui, mais attendez, vous avez de moins en moins de gens à faible éducation, à faible qualification. Donc, s'il y a beaucoup moins de gens pour une demande qui reste dynamique, à ce moment-là, les salaires vont augmenter dans cette partie-là. Donc, éventuellement, l'offre de qualification peut complètement compenser ce qui se passe au niveau de la demande qui, elle, réagit au changement technologique. Alors, il faudrait analyser tous ces phénomènes de façon beaucoup plus précise. Moi, ce qui me semble le plus parlant, c'est le fait que, malgré tout ça, l'inégalité salariale, comme j'ai dit tout à l'heure, a relativement peu bougé dans la plupart des pays. J'ai parlé de la France, mais si je parlais du Royaume-Uni, c'est la même chose. L'Italie, les pays nordiques, c'est à peu près la même chose partout, sauf encore une fois, très récemment en Allemagne, et dans le cas américain est un cas dans lequel l'inégalité augmente de façon à peu près continue, et c'est vraiment le cas exceptionnel. Donc voilà, je crois ce qu'on peut dire là-dessus. Alors il y a un autre phénomène qui est intéressant, qui est le phénomène des entreprises superstars. Beaucoup de gens disent, regardez, la technologie, ça a créé ces high-tech, entreprises high-tech, et elles contribuent à créer beaucoup d'inégalités. Alors, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, les entreprises superstars, ce n'est pas uniquement dans le high-tech. Quand on prend à peu près n'importe quel secteur d'activité, on se rend compte que la part de l'activité qui émane des deux plus grandes entreprises augmente à peu près partout, et augmente de façon importante. Et évidemment, on constate que ces entreprises sont beaucoup plus productives, beaucoup plus compétitives que les autres. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a un écart de salaire entre ces entreprises productives, compétitives et les autres qui augmente. Et donc, là, de nouveau, on se dit, ça y est, on a un effet de la high-tech, en supposant que la raison pour laquelle il y a des entreprises superstars, c'est à cause de la technologie. Quand on parle des Google et des Apple, c'est évident. Quand on parle de l'industrie manufacturière, c'est beaucoup moins évident. Mais bon, on peut imaginer ça, et dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut regarder. Mais de nouveau, il ne faut pas oublier que l'inégalité des salaires à l'intérieur des grandes entreprises, des entreprises compétitives, et à l'intérieur des entreprises moins compétitives bouge. Et en conséquence, il est tout à fait possible que cette évolution, cette inégalité que l'on constate, soit gommée par l'évolution de l'inégalité à l'intérieur des entreprises. Et ça, ce serait cohérent, de nouveau, avec l'idée que les inégalités salariales n'ont pas beaucoup bougé. Alors, est-ce que ce sera la même chose dans le futur? On n'en sait rien. Si. Est-ce que le phénomène va s'accélérer de façon tout à fait extraordinaire? Je ne sais pas. Il y a une autre grande question dans ce domaine-là qui est comment se fait-il qu'on ne constate pas en même temps que cette numérisation, on ne constate pas une augmentation importante de la productivité dans ces économies. Il y a un concept qu'on appelle la productivité totale des facteurs, qui prend en compte le fait que la productivité augmente parce qu'il y a plus d'équipements par travailleur, parce que la qualification des travailleurs augmente, et puis il reste un résidu, c'est ça qu'on appelle la productivité totale des facteurs. Elle a été très forte dans tous les pays pendant longtemps, et puis vers le milieu des années 90, ça s'est ralenti considérablement, et ça ne semble pas vouloir se rétablir. Donc, pour l'instant, on n'a pas le sentiment qu'il faille se faire tellement de soucis avec ces numérisations. Si les choses se passent dans le futur comme elles se sont passées dans le passé récent, dans les décennies récentes, je ne suis pas sûr que
on ait énormément de soucis à se faire. Maintenant, tout est possible. Hein. Il se peut qu'il y ait une révolution technologique qui, du jour au lendemain, liquide les emplois dans un secteur important et effectivement, ça aura un impact. Sur le changement climatique, vraiment, je crois qu'on est trop dans l'opacité sur ce qui risque de se passer, la façon dont ça risque de se passer. Et donc, il est très difficile à l'heure actuelle de dire que ça va augmenter ou diminuer les inégalités. La seule chose qui, moi, me paraît certaine, et ce que je disais avant le début de cette séance avec les gens qui étaient là avant, c'est qu'éventuellement, c'est même pas éventuellement, je pense qu'on aura une diminution de l'activité, une diminution de la croissance et peut-être une croissance négative qui sera liée à la transition entre le régime dans lequel on est aujourd'hui, ou dont on essaye de sortir aujourd'hui, et un nouveau régime de transition de décarbonisation. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, je retiens notamment cette idée très, très intéressante, un peu contre-intuitive, que la réduction de la proportion des tâches qui requièrent un niveau de qualification moyen dans la foulée de la numérisation, il n'est pas observé que ça entraîne nécessairement une progression des inégalités de salaire, pour les raisons que vous avez explicitées. Alors j'en arrive maintenant au quatrième et dernier thème avant de passer à la question des questions-réponses, qui est donc peut-être évidemment le plus important, qui est celui de que faire pour réduire ces inégalités. Il me semble qu'on observe quand même à l'échelle des pays développés, c'est peut-être un petit peu différent dans les pays émergents, un manque assez flagrant de track record, de situations où on aurait vraiment observé une réduction décisive des inégalités, au moins dans les 20-30 dernières années. Il semblerait qu'il y ait des cas où ces inégalités ont augmenté, des cas où elles sont stables, des pays qui ont peut-être mieux réussi que les autres à enrayer la hausse des inégalités. La France en fait peut-être partie, mais pas depuis quand même un grand nombre d'années, une vraie réduction. Et en ce sens, donc pas vraiment une expérience de politique réussie dont on pourrait s'inspirer à grande échelle pour permettre cette réduction des inégalités. Voilà, donc est-ce qu'il y a, selon vous, des axes de politique qui ont fait leur preuve et qu'il est tout à fait indiqué de suivre? Je crois que dans votre question, vous avez introduit la notion d'importance de la baisse des inégalités qu'on poursuivrait. Vous parlez d'une grande baisse en disant que ça n'a pas eu lieu depuis 30 ans. Oui. Et au contraire, dans certains pays, il y a même une hausse non négligeable, en particulier aux États-Unis. Mais les États-Unis sont un peu exceptionnels. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, les inégalités sont plus fortes dans la plupart des pays développés qu'elles ne l'étaient, mettons, au début des années 80, au milieu des années 80, ça c'est vrai. Mais dans la plupart des pays, ça a été une augmentation d'un seul coup. Par exemple, quand Mme Thatcher est arrivée au Royaume-Uni, elle a mis un grand coup de pied dans le système redistributif, dans le welfare des États-Unis, et ça a augmenté les inégalités. Aujourd'hui, dans les pays dont l'inégalité augmente de façon assez continue, on trouve paradoxalement un pays comme la Suède. Et la raison pour laquelle l'inégalité augmente en Suède, c'est que petit à petit, le gouvernement suédois rogne sur le système redistributif suédois. Ceci dit, la Suède reste l'un des pays dans lesquels l'inégalité est la plus faible au monde. Donc, ça n'a pas non plus tellement d'impact. Mais si on veut regarder des diminutions très fortes de l'inégalité, il y a un livre qui vient de sortir, la traduction en français vient de sortir, qui s'appelle une histoire de l'inégalité. Le dernier livre de Piketty s'appelle Une brève histoire de l'égalité. Là, c'est une histoire de l'inégalité. Et la thèse de cet auteur, qui est un auteur allemand, c'est de dire que si on prend l'histoire, l'inégalité ne peut changer de façon radicale que sous la pression d'événements cataclysmiques. Ce sont les guerres, ce sont des tremblements de terre, ce sont des révolutions, des gouvernements qui tombent, qui changent, des régimes politiques qui changent radicalement, donc les révolutions, et puis des pandémies.
Et ils disent, bon, comme la peste, dont on sait qu'elle a beaucoup modifié les populations et les revenus. Alors, si on le suit, voilà, tout est joué. On n'a plus qu'à attendre la prochaine révolution, la prochaine guerre. Et l'autre chose qui est assez intéressante quand on prend cette perspective-là, c'est que la dernière baisse formidable des inégalités, c'est tout de même l'avant et l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, dans lequel on crée le welfare state, l'état du bien-être. Et d'une certaine façon, dans la plupart des pays, sauf les États-Unis, mais le welfare state n'a jamais été trop développé aux États-Unis, dans la plupart des pays, on est resté à peu près à ce niveau d'inégalité. Et quand on parle de la variation de l'inégalité en Angleterre, par exemple, elle est loin d'être nulle. Mais l'Angleterre n'est pas devenue un pays incroyablement inégalitaire à cause des politiques de Thatcher. Donc je crois qu'il faut un tout petit peu moduler cette vision des choses de l'inégalité qui a augmenté énormément. Ça a augmenté, c'est indéniable, sauf effectivement dans certains pays. La France est un pays dans lequel il y a une augmentation peut-être, mais qui est vraiment très, 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 très marginale. Il y en a d'autres, les Pays-Bas est un autre pays de ce type-là. Mais il ne faut pas considérer que c'est une révolution. Dans ces conditions-là, vouloir une réduction très forte des inégalités de revenus primaires ou de niveau de vie, dans ces pays-là, demanderait des politiques drastiques. Si on veut travailler au niveau des revenus, c'est-à-dire si on veut travailler au niveau des impôts, de la redistribution, des impôts et transferts. Modifier de façon drastique la répartition des revenus primaires, ça demande ni plus ni moins qu'une redistribution de la propriété. Quelque chose de ce type-là, parce que c'est la seule façon d'avoir un impact vraiment massif sur les inégalités. Et bon, je ne suis pas sûr que ce soit des conseils de politique économique à donner. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce qu'il faut éviter, ce n'est pas nécessairement... je ne crois pas qu'il faille regarder l'inégalité dans nos pays en particulier comme très haute ou très basse. Il ne faut pas regarder le niveau. Je crois qu'il faut regarder le changement qui a lieu. Et une chose qui n'est pas bonne pour l'économie, pour la société, c'est une économie dans laquelle effectivement les inégalités augmentent. Alors, je dis ça, maintenant, les inégalités augmentent depuis 30 ans aux États-Unis. Ça n'a pas empêché les États-Unis de continuer à croître de façon tout à fait spectaculaire. On peut s'interroger là-dessus, dire bon, finalement, il n'y a pas tellement de dégâts, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait corriger les inégalités? Ceci dit, on peut aussi penser que tout ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, le Trumpisme, etc., a quelque chose à voir avec ces populations rurales, isolées, etc., qui ont souffert d'une certaine façon de la mondialisation, ont souffert de l'automatisation, etc., etc. Donc, l'inégalité est quelque part, mais ça n'est pas nécessairement l'inégalité telle qu'on la mesure aujourd'hui. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que ce qui est important, c'est d'éviter des variations de l'inégalité et que donc, on doit avoir des systèmes de politique s'agissant des revenus disponibles qui permettent d'effacer les variations qui ont lieu par ailleurs à cause des mécanismes de marché. Que le phénomène que j'ai signalé dans le cas de la France tout au début. En revanche, je pense qu'il doit être possible d'améliorer la distribution des revenus primaires en jouant sur l'inégalité des chances, en jouant sur le fait qu'il y a des imperfections de marché, que la discrimination, d'une façon ou d'une autre, les différences hommes-femmes, qu'on le veuille ou non, ça a un impact sur l'inégalité des salaires. Si demain on égalisait les salaires des hommes et des femmes, il est évident que les statistiques d'inégalité des salaires pour l'ensemble de la population salariée changeraient. Là, il y a vraiment une action à avoir et ça peut être quelque chose d'important. Même chose quand on parle de la discrimination vis-à-vis des migrants. Même chose quand on parle
je sais pas, de l'héritage. Là, effectivement, l'impôt peut jouer un rôle et peut permettre de mieux redistribuer la fortune au début Alors, c'est compliqué l'héritage parce que la démographie fait que les gens héritent de plus en plus tard et ce n'est pas nécessairement quand ils ont 55 ans et qu'ils héritent de leurs parents qu'on peut changer l'inégalité des chances. Il faut faire ça avant, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais là, il y a effectivement un problème. On peut s'interroger sur la façon d'empêcher l'inégalité des patrimoines de croître trop et sur la façon d'essayer de rendre disponible aux jeunes générations des moyens qui leur permettent d'entreprendre des choses. Il y avait cette proposition, vieille proposition qui remonte à la Révolution, quelqu'un qui avait déjà dit ce serait bien d'avoir une sorte de capital versé à chaque citoyen au moment où il arrive à 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus quelle était la date. C'est une idée qui a été reprise par Atkinson, c'est une idée qui a été aussi reprise par Piketty. Là, il y a quelque chose, on peut vraiment imaginer quelque chose, et ça peut, oui, changer assez radicalement le niveau d'inégalité. Mais je crois qu'il ne faut pas espérer trop de la fiscalité. Même si on doit remettre l'ISF, ça ne va pas changer grand-chose. Je suis désolé de dire ça, mais oui, on aura fait. Il y a un effet d'annonce considérable. C'est vrai que les plus hauts revenus ou les plus hauts patrimoines vont souffrir un petit peu, mais on est en train de parler d'une frange tellement minimale de la population que ce n'est pas ça qui va changer les choses. Donc voilà ce que je peux dire sur ce thème-là. Évidemment, il y aurait beaucoup plus à dire si on rentrait dans le détail des différents pays. Voilà, merci beaucoup François Bourguignon. Donc effectivement, l'impôt ne peut pas tout, n'est pas la solution facile à la réduction de toutes les inégalités. Il ne faut pas donc trop en attendre. Et il peut être ambitieux d'espérer donc une très forte, des politiques qui permettraient un très fort recul des inégalités. Alors nous allons à présent donc ouvrir la session de questions-réponses. Alors nous avions une première question qui concerne la Chine et donc l'axe récemment suivi par les autorités chinoises, ce modèle qu'on appelle Common Prosperity en anglais, de Xi Jinping, dont je retiens en particulier donc il vise à restreindre l'éducation privée. Qui est peut-être un des perçus donc comme un des moyens enfin comme une des façons une des voies par lesquelles la société chinoise est devenue plus inégalitaire ou pourrait le devenir. Est-ce que vous avez quelques commentaires à formuler donc c'est sur ces grandes annonces de politique chinoise des derniers mois et sur le modèle suivi? Je crois qu'il y a un vrai besoin en Chine d'égaliser la distribution des revenus et des patrimoines. Il faut bien voir que la Chine est un pays qui est passé d'un niveau d'inégalité ridicule au moment de la Chine communiste, donc en 1980, disons, à un niveau d'inégalité qui est considérable, qui est bien supérieur aux États-Unis. C'est un très haut niveau d'inégalité. Je me souviens qu'à l'époque où je visitais assez souvent la Chine, où j'avais des entretiens avec les dirigeants chinois, je pointais ce problème vis-à-vis d'eux en disant faites attention parce que l'inégalité des revenus générés aujourd'hui va se transformer en une inégalité des chances demain. Parce que ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont des enfants, les enfants vont en hériter, et vous êtes en train de créer des inégalités qu'on ne pourra plus corriger. Et d'ailleurs, les interlocuteurs chinois me disaient oui, on comprend très bien, vous avez absolument raison, mais alors dites-nous à quel niveau d'inégalité il faut s'arrêter. Bon, malheureusement, on n'a pas d'idée précise sur ce point-là. Et je crois que la prospérité commune de Xi Jinping va dans cette direction-là. Dit, bon, on a été déjà très loin dans l'augmentation des inégalités. Un autre phénomène, la croissance est en train de diminuer. C'est très important parce que si la croissance diminue, ça signifie que les opportunités pour les individus
diminue. Tant qu'on avait une économie qui croissait à 8-9% par an. Les facilités qu'avaient les individus à trouver des jobs ou à trouver des occasions d'investissement qui soient profitables étaient énormes. Quand le taux de croissance diminue comme ça, la mobilité économique, on va parler de mobilité sociale, la mobilité économique diminue considérablement. Et là, les gens commencent à faire attention à ce que les autres gagnent et à comment ils se positionnent vis-à-vis du reste de la population. Donc, je crois que ça, c'est un des éléments importants qui intervient dans le raisonnement ou la stratégie de Xi Jinping pour promouvoir cette prospérité commune. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres éléments. Je crois qu'il est de bonne foi en disant il est important que les paysans vivent mieux, il est important que les écoles dans les campagnes soient de meilleure qualité. Je ne connaissais pas, je n'avais pas vu l'histoire des écoles privées. Mais bon, je comprends très bien ce qu'il a en tête. Et puis, il est important qu'il n'y ait pas des fortunes aussi considérables qui se créent. En même temps, je crois qu'il y a, si j'ai bien lu, il y a un petit doute sur la rationalité ou les véritables raisons de lutter ou d'attaquer un peu les très hauts revenus. Je crois que beaucoup de gens considèrent que c'est aussi l'occasion de se débarrasser d'intérêts économiques très puissants et qui gênent la stratégie du Parti communiste. Le fait, par exemple, que Alibaba ait été attaqué de cette façon-là, que Jack Ma soit d'une certaine façon presque poursuivi, il y a quelque chose qui ressemble un peu à la poursuite de personnalités qui, d'une façon ou d'une autre, gênent le gouvernement. Donc, mais bon, en dehors de ça, je pense que l'objectif est tout à fait correct. Et dans le cas de la Chine, je pense que c'est important d'avoir ce type d'égalisation si on veut garder un potentiel de croissance rapide, parce qu'on veut garder l'énergie des gens qui seront capables de faire mieux que les autres, et il faut que ça soit possible. Donc, s'il y a trop d'inégalités, on ne va jamais pouvoir rivaliser avec les Jack Ma et autres milliardaires chinois. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a un petit peu dépassé le temps prévu. Oui, j'ai l'impression, oui. Voilà. Je crois que mais c'était passionnant. Je crois qu'il y a une dernière question, peut-être de Jean-Philippe. Oui, bonsoir François, bonsoir Tristan, et tout d'abord merci, et bonsoir Olivier, merci pour cette intervention très intéressante. Pour poursuivre sur la prospérité commune annoncée par Xi Jinping, l'intervention publique aujourd'hui est-elle nécessaire pour la réduction des inégalités, et jusqu'à quel point est-elle nécessaire, et à partir de quel niveau peut-être devenir néfaste à la réduction des inégalités? Oui, donc là, on rejoint la citation de Milton Friedman au tout début. Tout à fait. Mais bon, l'intervention publique, je crois qu'elle n'est pas rendue nécessaire uniquement pour des questions de correction des inégalités. Elle contribue évidemment à cette réduction, mais l'intervention publique, elle est due avant tout au fait que les marchés ne fonctionnent pas parfaitement, qu'il y a des situations de concurrence très imparfaites, des cas de situations dominantes sur certains marchés, qu'il y a des externalités, qu'il y a des problèmes environnementaux, et donc tout ça demande une régulation, et que cette régulation ne peut venir que de l'État. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire que la première justification du rôle de l'État, c'est ça. Et d'un autre côté, on peut dire que justement, la modernisation de nos économies a fait que les situations d'externalité sont de plus en plus fréquentes, et éventuellement d'ailleurs de plus en plus graves dans les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et ça justifie probablement le fait que
l'État est devenu de plus en plus important. Ça, c'est vrai partout. Hein, c'est vrai aussi bien dans un pays comme les États-Unis où cette lutte contre l'État ou entre l'État et le marché est peut-être beaucoup plus présente dans le débat public que dans des pays dans lesquels il y a effectivement au départ une vision beaucoup plus favorable à l'État. Alors maintenant, s'agissant de l'inégalité, il y a de nouveau, si on veut corriger l'inégalité avec des impôts, des transferts, et donc regarder un peu ce qui se passe en aval des inégalités. D'une certaine façon, ce n'est pas très souhaitable. On préférerait que les inégalités soient corrigées en amont. On préférerait que les gens aient des facilités de générer des revenus qui soient beaucoup plus comparables et que donc on n'ait pas tellement besoin de mettre des impôts pour égaliser le revenu des uns et des autres. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'intervention de l'État devrait avoir lieu d'abord en amont et donc pour réaliser l'égalité des chances. Alors, est-ce que avoir des écoles publiques au lieu d'avoir un réseau d'écoles privées, c'est quelque chose qui donne un rôle à l'État qu'il ne devrait pas avoir? Peut-être. Là, il y a effectivement aussi un problème de revenus. Les écoles privées font payer. Tandis que les écoles publiques ne le font pas, donc il y a peut-être un élément d'inégalité qui joue là, mais il y a aussi surtout une régulation du secteur éducatif qui est importante et que l'État doit réaliser. Et à partir du moment où il y a cette régulation de l'enseignement qui est donné, c'est des curricula qui doivent être fixés par l'État, et ça c'est une question d'externalité, l'État intervient forcément dans ce secteur-là. Maintenant, est-ce qu'une économie dans laquelle on aurait des écoles privées et on aurait des bourses qui fonctionneraient correctement, le cas se pose évidemment sur l'enseignement supérieur. Et la comparaison qu'on peut faire entre les États-Unis et l'Europe, dans lesquelles aux États-Unis, il y a des universités privées avec des frais d'inscription qui sont assez considérable, mais en même temps, il y a aussi un système de bourse qui est non négligeable. Vous prenez l'Angleterre, c'est la même chose. Le système de bourse en Angleterre est incroyablement développé. Il est géré par l'État et ça permet effectivement d'avoir une certaine privatisation des universités, même quand il s'agit de Oxford ou de Cambridge. Donc, oui, ce sont des organisations qui sont un petit peu différentes, l'histoire joue, mais je reste persuadé que dans un certain nombre de domaines, on a besoin de l'État et l'État va corriger des inefficacités du système et en même temps va probablement améliorer la répartition des revenus. Donc, je crois qu'il y a une complémentarité de ce point de vue-là et bon, je crois très honnêtement, je ne souscris pas à l'affirmation de Milton Friedman et je pense qu'aujourd'hui, même les plus libéraux d'entre nous, de notre société, ne souscriraient pas non plus à la phrase de Friedman. Je crois que c'est un petit peu derrière nous. C'est vrai qu'on a eu un effet de balancier. On est parti, surtout en Europe, avec un État très fort au lendemain de la guerre. On a ensuite, avec la révolution libérale, Thatcher, Reagan, on a ensuite évolué vers beaucoup plus de place au marché. On avait raison. Et ensuite, on s'est rendu compte que le marché avait des problèmes et on a redonné un petit peu plus de place à l'État. Et lorsqu'il y a des incidents comme la pandémie, dont j'espère nous sommes en train de sortir, il est évident que l'État doit être au premier rang et qu'il est très difficile d'imaginer qu'il y ait une autre solution à ça. Donc, je ne crois pas qu'il faille avoir des positions vis-à-vis de cette question État contre marché qui soient trop tranchées d'un côté. Merci.
François Bourguignon, un immense merci. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps prévu, mais on était extrêmement content de vous recevoir. On ne va pas évidemment vous prendre la totalité de votre soirée, donc je pense qu'on est effectivement mieux informé, donc de tout est conscient, hein, de toute cette complexité du thème des inégalités, du grand nombre de façons de les appréhender. Et effectivement, vous nous avez donné quelques éléments pour nous méfier des solutions un petit peu trop simplistes à cet égard. Donc vraiment merci de nous avoir rejoints ce soir et je vous souhaite donc une excellente fin de soirée. Moi qui vous remercie pour l'invitation et pour votre écoute. Malheureusement, je n'ai pas vu les personnes qui sont dans l'audience puisque les visages étaient cachés. C'est dommage. J'espère qu'ils ont eux-mêmes éprouvé un peu d'intérêt pour les choses que j'ai racontées. Merci beaucoup Olivier, François et Tristan, et à tous, bien sûr, un replay sera